Pablo Escobar est né en 1949 et a grandi en Colombie, à Medellín, cette ville qui deviendrait le quartier général principal des opérations d'Escobar. Escobar, pendant la majeure partie de sa vie, était le roi de cette ville. C'était comme sa forteresse dont personne ne pouvait s'approcher. Il avait le contrôle total sur elle et personne au monde ne pouvait faire quoi que ce soit dans cette ville sans la permission d'Escobar, même les autorités colombiennes. À l'apogée de son pouvoir, Escobar contrôlait 80% du trafic de drogue dans le monde entier, avec l'aide de son gang, qui est le cartel de Medellín, le gang ayant été nommé d'après la ville. Il y avait des gens et des leaders dans ce gang, mais Escobar était le leader absolu qui avait le dernier mot sur tout. Mais avant d'arriver à ce niveau, comment a-t-il commencé? Escobar était une personne normale au début de sa vie. Il n'a pas hérité de tout cela de son père ou de quelqu'un proche de lui. Alors, comment une seule personne a-t-elle pu construire cet immense empire criminel qui opère dans la drogue, les enlèvements, les meurtres et toutes les activités criminelles que vous pouvez imaginer? En fait, le début d'Escobar était aussi simple que celui de n'importe quel autre milliardaire. Nous avons tous entendu des histoires de réussite de personnes qui ont commencé par vendre des journaux dans les rues ou lancé une entreprise avec leurs amis depuis un garage et ont travaillé sur eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils deviennent les PDG de grandes entreprises et fassent une énorme fortune. Escobar a fait la même chose, mais du mauvais côté, on dit que ses débuts étaient dans le vol de pierres tombales, elles avaient une certaine valeur, alors il allait les voler, effacer les noms écrits dessus, et les vendait. Mais comme vous pouvez l'imaginer, Escobar savait qu'il ne ferait pas fortune en vendant des pierres tombales. L'argent qu'il tirait de ce travail n'était pas suffisant pour lui. Alors, il a décidé de faire un pas en avant et de développer son entreprise. Et après une réflexion approfondie, il s'est rendu compte que le meilleur domaine qui lui rapporterait plus d'argent en peu de temps était le vol à main armée. Escobar avait l'habitude de monter sur son vélo, de mettre son masque sur son visage, d'aller au magasin ou à la cible qu'il avait fixée à l'avance, de prendre l'argent et de s'enfuir aussi vite qu'il le pouvait. Ces opérations de vol rapide ne prenaient pas plus de 30 secondes. Il entrait, levait son arme, menaçait les gens, prenait l'argent et sortait aussi vite qu'il le pouvait. C'était son plan habituel. Après plusieurs opérations de vol réussies, il a décidé d'étendre son entreprise. Alors il a fait venir son cousin pour l'aider. L'un d'eux conduisait le vélo et attendait que l'autre entre dans le magasin et effectue l'opération de vol. Ces opérations ont duré plusieurs mois et elles ont toutes été réussies. Mais ensuite, Escobar cherchait des choses plus importantes. L'argent qu'il tirait de ces opérations de vol était bon, mais il voulait plus et de l'argent plus facile. Escobar a réussi à établir une relation avec un grand concessionnaire automobile. Ce concessionnaire, avant de vendre une voiture à un client, faisait une copie des clés. Et après avoir vendu la voiture, il donnait à Escobar la clé de cette voiture, ainsi que l'adresse du client qui avait acheté la voiture. Escobar allait voler la voiture de la maison du client très facilement, et la plupart de ces opérations avaient eu lieu à minuit, pendant que tout le monde dormait. Donc, l'opération n'était pas si risquée, mais même si Escobar était prudent, il a été pris pendant une opération de vol d'une de ses voitures. Cela s'est passé au début de la vingtaine de sa vie. Après avoir été attrapé, Escobar a été emprisonné pendant plusieurs mois, et cette expérience carcérale allait l'emmener à un nouveau niveau criminel. À l'intérieur de la prison, Escobar a appris davantage sur la vie des criminels et les plus grandes activités criminelles qui lui rapporteraient plus d'argent comme les enlèvements et le trafic de drogue. Après qu'Escobar soit sorti de prison, il est retourné au vol de voitures avec son cousin Gustavo. Il n'est pas passé immédiatement à l'une des activités criminelles qu'il avait apprises en prison. Cependant, Escobar et son cousin n'étaient pas les seuls voleurs de voitures opérant à Medellín. Il y avait d'autres criminels et voleurs qui travaillaient aussi dans le même domaine et étaient en concurrence avec eux, et le vol de voitures est devenu répandu à Medellín.
Escobar a vu cela comme une opportunité d'étendre son entreprise. Escobar a commencé à vendre des assurances aux personnes qui achètent des voitures pour que leur voiture ne soit pas volée. À partir de ce moment-là, dès le début de la vingtaine de sa vie, Escobar avait une réputation violente. Alors, il a profité de sa réputation pour garantir aux gens qui achètent des voitures que leur voiture ne serait pas volée, ni par lui, ni par aucun autre criminel à Medellín, et il a beaucoup bénéficié de cette nouvelle entreprise. Il vendait des assurances à des prix élevés, mais les gens n'avaient pas le choix. Parce qu'en réalité, le vol de voitures était répandu partout à Medellín. Et quand l'un d'eux prenait une assurance d'Escobar, il était presque sûr que sa voiture ne serait pas volée parce que la réputation d'Escobar à cette époque devenait de plus en plus violente jour après jour. Par exemple, une des choses qu'il faisait était que si quelqu'un lui était endetté et ne remboursait pas l'argent qu'il devait, Escobar le kidnappait et ensuite il lui faisait payer une rançon du montant qu'il devait avec des intérêts exorbitants, et même après que la rançon soit payée, parfois, Escobar tuait la personne qui lui était endettée, juste pour en faire un exemple pour quiconque essaierait de se mêler de ses affaires à nouveau. C'est ce qui a donné à Escobar sa mauvaise réputation et sa réputation violente, qui a commencé à faire peur à tout le monde et à les faire craindre de s'approcher de tout ce qui lui appartenait. C'est ce qui lui a permis de vendre aux gens de telles assurances étranges que leur voiture ne serait pas volée. Le travail d'Escobar a commencé à s'étendre de plus en plus, et son gang a commencé à grandir jour après jour, et pendant cette période, il a vu que les opérations d'enlèvement étaient l'un des domaines les plus rentables, et il a décidé de s'y concentrer davantage. Une des plus grandes opérations d'enlèvement qu'il a faites à cette époque était l'enlèvement d'un homme d'affaires riche nommé Diego Javiera. Cet homme était un homme qui était grandement détesté par la classe ouvrière à Medellín. Comme nous l'avons dit, c'était un homme d'affaires et spécialisé dans le travail industriel, donc beaucoup d'ouvriers étaient employés dans ces entreprises et usines. Mais à cette époque, il semblait que c'était une période de déclin, donc beaucoup d'ouvriers étaient licenciés. Et cela a fait que beaucoup des ouvriers pauvres de Medellín nourrissaient de la haine envers cet homme. Après qu'Escobar et son gang l'aient kidnappé, ils ont demandé à sa famille une rançon de $50 000 qui était considérée comme une grosse somme à l'époque, surtout dans un pays comme la Colombie. Bien que sa famille ait payé la rançon, Escobar et son gang l'ont étranglé jusqu'à la mort et puis ils l'ont jeté dans un fossé. Bien que cela ait été considéré comme un crime grave, le choix d'Escobar pour cette personne en particulier l'a rendu plus célèbre et aimé par les gens, en particulier la classe pauvre qui était la plus grande classe à Medellín. Il était clair qu'Escobar ne recourait pas juste à la violence aléatoire, mais il avait une méthode systématique pour la violence, et la personne qui pense de cette façon atteindrait absolument des endroits beaucoup plus grands que les autres. Et c'est ce que nous allons voir dans les chapitres suivants de la vie d'Escobar. En 1971, quand Escobar avait 22 ans, il est entré dans le plus grand domaine, un domaine qui changerait sa vie pour toujours, le domaine de la drogue. Au début, Escobar travaillait pour un grand trafiquant de drogue à Medellín, dont le nom était Fabio Restrabo. À cette époque, Escobar travaillait sur la contrebande de quantités limitées de drogue. Mais quelqu'un comme Escobar ne se contenterait pas de petites quantités. Il voulait toujours plus, il voulait une plus grande part du gâteau. Alors, Escobar a commencé à étendre son entreprise individuellement. Il allait personnellement en Équateur, qui était la plus grande source de cocaïne brute. Escobar allait dans les fermes de cocaïne en Équateur et prenait une grande quantité de pâte de cocaïne brute. Cette pâte n'était pas encore prête à l'utilisation, alors il l'amenait en Colombie. Et là, il la transformait en poudre, qui était vendue comme drogue. Cette poudre était ensuite passée en contrebande vers les plus grands pays, où il y avait des clients qui étaient prêts à payer plus, comme l'Amérique et d'autres. Escobar a commencé à aller chercher la cocaïne à la source. Il a aussi commencé à faire des affaires avec des contrebandiers,
et à s'établir comme un grand trafiquant de drogue. À cette époque, Escobar a gagné presque 100 000 $ de la première opération qu'il a faite, et à ce moment-là, quand il a vu cet argent, il a su que c'était le domaine dans lequel il voulait se spécialiser. Et il a finalement trouvé sa zone créative. Après un moment, environ 2 mois, le leader pour qui Escobar travaillait, Fabio Restrabo, a été tué. Et soudainement, du jour au lendemain, Escobar est devenu le plus grand trafiquant de drogue à Medellín. Mais qui a tué le leader? Seul Dieu le sait. Escobar n'a pas admis qu'il l'avait tué. Et il n'y a pas de preuves pour prouver cela. Mais quiconque connaît Escobar saurait qu'il était probablement derrière ce meurtre. Et c'est ce que tout le monde pensait, même ceux qui étaient proches de lui, mais cela n'a pas d'importance. Escobar est devenu le nouveau leader des gangs de drogue à Medellín, et grâce à sa réputation et son pouvoir, il a pu avoir facilement le contrôle total sur Medellín. Et personne ne pouvait l'arrêter, il est devenu le plus grand trafiquant de drogue à Medellín. En 1976, Escobar, qui avait 26 ans, s'est marié avec Maria Victoria, qui n'avait que 15 ans. Escobar avait alors une femme, une fortune et du pouvoir, et tout allait bien pour lui. À la fin des années 70, le commerce de la drogue avait grandement prospéré en Amérique, et la plus grande quantité de ces drogues était passée en contrebande par Escobar et son gang, le cartel de Medellín. Escobar avait une énorme flotte d'avions qu'il utilisait pour passer la drogue en contrebande continuellement vers l'Amérique, et les pilotes qui travaillaient pour lui pouvaient chacun gagner un demi-million de $ en un seul vol, parce que ces pilotes passaient en contrebande des quantités en tonnes. Un seul vol ou un seul avion transportait 11 tonnes de cocaïne. Mais une fois, après 2 mois de mariage, Escobar a été arrêté avec 4 de ses hommes. Ils revenaient d'Équateur et rapportaient une grande quantité de cocaïne, une quantité assez grande pour qu'elle puisse envoyer Escobar en prison pour longtemps. La première chose à laquelle Escobar a pensé pour se sortir de ce problème était de soudoyer le juge. Malheureusement pour lui, le juge était très honorable et n'a pas accepté le pot de vin de sa part. De plus, il a insisté sur un véritable procès, ce qui signifie qu'Escobar serait emprisonné pour longtemps, ce qui est quelque chose d'impossible à accepter, quoi qu'il arrive. Escobar a demandé à ses hommes de chercher plus d'informations sur ce juge, et ils ont découvert que son frère était avocat, et il y avait une sorte de problème entre eux. Alors Escobar a offert à l'avocat une grande somme d'argent pour le représenter au tribunal. Par conséquent, le juge est devenu moralement obligé de se retirer de l'affaire, puisque son frère est l'avocat de la personne qu'il juge. Quand le juge et l'avocat sont frères, cela pourrait mener à un conflit d'intérêts. Et en fait, le juge s'est retiré à cause de son frère, l'avocat, et un nouveau juge a été nommé à sa place. Par la bonne chance d'Escobar, ce nouveau juge était différent du précédent. Il n'avait pas de problème avec les pots de vin. Alors Escobar lui a donné tout l'argent qu'il voulait et est sorti de prison avec ses hommes avec un jugement d'acquittement, comme si rien ne s'était passé, et comme s'il ne passait pas en contrebande une énorme quantité de cocaïne. La quantité d'argent que la Colombie recevait du commerce de la drogue était énorme. On dit qu'en raison de la grande quantité d'argent qui est entrée en Colombie, les dépôts dans les banques ont doublé entre 1976 et 1980. Gardez à l'esprit que nous ne parlons pas de l'argent d'Escobar. Escobar ne déposait pas son argent dans les banques, et la plupart étaient en espèces. Il le gardait dans des endroits cachés. D'ailleurs, beaucoup d'argent d'Escobar est toujours dans des endroits cachés que personne ne connaît. Quoi qu'il en soit, nous parlons de l'argent que les gens tirent du commerce de la drogue qu'Escobar apporte au pays. Dans cette mesure, ce commerce était énorme, et la quantité d'argent qu'il rapportait était énorme. Escobar a profité de cette énorme quantité d'argent pour contrôler le marché de l'industrie de la drogue. Il a acheté des fermes de drogue, qui étaient en Équateur, au Panama, et dans d'autres pays d'Amérique du Sud. C'étaient les fermes qui produisaient la cocaïne brute. Donc, au lieu d'acheter les matières premières à la source, il a acheté la source
afin qu'il puisse prendre le contrôle de toute l'industrie de la drogue, et ensuite, le processus de conversion de la cocaïne brute en poudre prête à être consommée se faisait en Colombie, dans leur quartier général, Medellín. À cette époque, on estimait qu'Escobar contrôlait 80% du trafic de drogue dans le monde entier. Cet homme avait donc atteint une richesse et un pouvoir que personne n'avait jamais atteint auparavant dans ce domaine. Bien sûr, il ne s'est pas arrêté là. Il essayait toujours d'améliorer sa réputation et son image auprès des gens par tous les moyens possibles. Les chefs des gangs de drogue savent que si les gens, en particulier la classe pauvre, se retournent contre eux, c'est leur fin. Ils essayaient donc toujours de plaire d'abord à ces personnes car ils savaient qu'elles étaient leurs boucliers contre les autorités et les forces de sécurité. À Medellín, Escobar a fait l'impossible pour ses habitants. Il a construit des écoles, des églises, des terrains de jeu, des maisons de retraite, des installations de divertissement, des restaurants chics et même des discothèques. Il a transformé Medellín d'une ville pauvre en une ville pleine de bonheur et de joie. Cela a automatiquement impacté l'opinion des gens sur Escobar. Ils ont eu tellement d'amour et de respect pour lui, au point qu'ils le considéraient comme leur sauveur. Jusqu'à ce jour, beaucoup de gens croient que Pablo Escobar est une grande et bonne personne. Il avait littéralement une bonne réputation parmi les gens. De plus, Escobar a réussi à corrompre chaque policier à Medellín, littéralement, chaque agent de police, et dans tous les cas, si l'un d'entre eux refusait d'être soudoyé, il était immédiatement tué. De cette façon, Escobar est devenu le roi de Medellín, et personne ne pouvait rien faire sans sa permission. Escobar avait une citation célèbre qui est « plata o plomo », qui signifie « l'argent ou la balle ». Tout le monde à Medellín n'avait que deux choix. Soit il acceptait l'argent d'Escobar et son pot de vin, soit il serait mort en quelques secondes. La corruption des responsables de la sécurité ne se limitait pas seulement à Medellín ou à la Colombie. Ces pots de vin étaient plutôt répandus dans tous les pays où Escobar opérait, même dans d'autres pays d'Amérique du Sud, comme l'Équateur et d'autres, et même en Amérique elle-même. Ces pots de vin s'étendaient presque partout, et c'est ce qui lui a permis de construire son empire et de devenir le plus grand baron de la drogue de l'histoire. La richesse d'Escobar a commencé à augmenter à une vitesse effrayante, au point qu'il était considéré comme l'une des personnes les plus riches du monde. Le magazine Forbes l'a classé comme le 7e homme le plus riche du monde et a estimé sa fortune à environ 30 milliards de dollars. Certains proches d'Escobar ont dit que cette estimation est en réalité triviale et que la vraie richesse d'Escobar est beaucoup plus grande que cela. Imaginez que 30 milliards de dollars soit une estimation triviale, et nous parlons d'une période, c'est-à-dire il y a des décennies, où la valeur de l'argent était plus élevée qu'aujourd'hui. Je veux dire, Escobar est peut-être en réalité l'homme le plus riche de l'histoire moderne, et nous ne le savons pas, et il est impossible de le savoir, bien sûr, car tous ces chiffres resteront des estimations, et rien n'est documenté. Cette richesse était évidente dans la vie d'Escobar. Il avait des palais et des villas luxueux partout, même en Amérique elle-même. Des flottes de voitures et d'avions privés des types les plus chers que vous puissiez imaginer. Il n'était négligent ni avec lui-même, ni avec sa famille, ni même avec ses hommes. Il dépensait pour lui-même et pour eux en quantité énorme. Il vivait la vie des rois avec l'argent qu'il avait. L'une des choses qu'il a faites, par exemple, c'est qu'il a construit un zoo privé dans l'un de ses palais en Colombie et a apporté toutes sortes d'animaux rares que vous pouvez imaginer. Des animaux qui n'existaient pas en Colombie en premier lieu. Il vivait littéralement tous les plaisirs de la vie possible avec sa richesse obscène. Après avoir rassemblé toute cette richesse et ce pouvoir, Escobar a décidé d'entrer en politique. Pourquoi? La raison principale était d'essayer d'arrêter la loi d'extradition vers l'Amérique, qui est appelée le traité d'extradition. Puisque l'Amérique est l'un des pays les plus touchés par le trafic de drogue et est la cible numéro 1 de ce commerce, l'Amérique essayait toujours de coopérer avec les autorités colombiennes
pour arrêter ces criminels. Mais ces criminels étaient jugés et emprisonnés en Colombie. Et à cause de la corruption, ils pouvaient être libérés de prison avec facilité, ou ils pouvaient même être acquittés du procès avant d'entrer en prison, tout comme ce qui est arrivé avec Escobar quand il a été arrêté. Et il a réussi à soudoyer le juge et à sortir facilement. Pour cette raison, la Chambre des représentants ou le Parlement en Colombie essayait de faire une loi pour extrader les criminels vers l'Amérique. Escobar est entré dans le domaine de la politique et s'est présenté à la Chambre des représentants afin d'essayer d'arrêter cette loi. Et en raison de sa popularité auprès du grand public, il a pu obtenir un grand nombre de votes, et il a pu effectivement atteindre le Parlement et devenir membre. Imaginez qu'Escobar soit devenu membre de la Chambre des représentants en Colombie. Bien sûr, tout le monde savait qui il était et dans quel domaine il travaillait, mais personne n'était capable de le confronter. Et le fait d'être membre de la Chambre des représentants lui donnait une immunité judiciaire, ce qui signifie qu'il ne pouvait être condamné pour aucun crime selon la loi colombienne. De plus, son adhésion au Parlement lui a fourni un visa diplomatique qu'il utilisait pour voyager confortablement en Amérique. Alors, il a commencé à emmener sa famille en voyage fréquent en Amérique et a même acheté un grand manoir à Miami. La période de la vie politique de Pablo était une période étrange, et c'est ce qui l'a fait ne pas durer longtemps. Tout le monde savait qui était cette personne et ce qu'elle faisait. L'un des parlementaires, dont le nom était Rodrigo Lara, avait assez de courage pour parler contre Escobar, et il était la principale personne qui a mené la campagne médiatique contre lui au Parlement, dans la presse et dans les médias. C'est l'une des principales raisons qui ont conduit à la chute rapide du masque politique d'Escobar. Et en fait, après un certain temps, il a été expulsé du nouveau parti libéral, dont il était membre. Son immunité judiciaire et diplomatique a été retirée, et il est devenu une personne ordinaire qui pouvait être jugée comme n'importe quelle autre personne. Les autorités ont commencé à resserrer leur emprise sur lui et à retirer certains de ses biens. Même un grand nombre des animaux rares qu'il avait gardés dans son jardin privé ont été retirés sous prétexte qu'ils avaient été introduits illégalement dans l'État. De plus, l'Église catholique, qu'il avait soutenue dans une certaine mesure en raison des œuvres caritatives qu'il faisait, a annoncé le retrait de son soutien et de son appui. La situation était comme si toutes les parties qu'Escobar avait essayé d'arranger et de mettre en place tout au long de sa vie semblaient se retourner contre lui. Le pire de tout, c'est que le gouvernement et le Parlement travaillaient avec force et rapidité sur l'élaboration d'un traité pour extrader les criminels vers l'Amérique, et cette chose était terrifiante pour Escobar et tous les trafiquants de drogue en Colombie, car ils savaient que s'ils étaient arrêtés et extradés vers l'Amérique, ce serait la fin pour eux. La principale personne qui était au premier plan et travaillait sur cette loi était Rodrigo Lara, le ministre de la Justice en Colombie à cette époque, le parlementaire qui avait mené une campagne médiatique contre Escobar. Lorsqu'il était membre du Parlement et avait causé son expulsion, il est devenu ministre de la Justice. Et il a mis tout son effort et son attention à faire une loi et un traité pour extrader les criminels vers l'Amérique. Mais malheureusement, en mai 1984, Rodrigo Lara a été assassiné dans sa voiture avec 7 coups de feu, et cette opération équivalait à une déclaration de guerre d'Escobar contre le gouvernement colombien. À cette époque, le président américain Ronald Reagan a annoncé qu'ils allaient resserrer l'étau sur les passeurs et les trafiquants de drogue, car le problème de la drogue s'aggravait terriblement en Amérique. Après l'assassinat de Rodrigo Lara, le ministre de la Justice, les autorités colombiennes étaient pleinement prêtes à coopérer avec leurs homologues américains de toutes les manières possibles, car la situation ne s'en allait plus. Ils devaient mettre fin à Escobar et ses hommes. Escobar était dans une situation embarrassante, et l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Même le grand public s'est retourné contre lui après cet assassinat, et il a perdu beaucoup de sa popularité, qu'il avait passé des années à essayer de construire, faire croître et préserver. Avec la pression des autorités,
la pression sécuritaire et même la pression populaire, Escobar a décidé de quitter le pays. Il a continué à se déplacer entre plusieurs pays d'Amérique du Sud, comme le Panama et le Nicaragua. Mais cette période d'absence de la Colombie réduisait sa capacité à contrôler le gang de Medellín, qui est un grand gang, et il a beaucoup de leaders. Bien sûr, Escobar était le leader absolu, mais son absence pouvait causer une sorte de chaos. Au fil des semaines et des mois, les choses ont commencé à glisser de plus en plus, au point qu'un groupe a kidnappé le père d'Escobar, ce qui l'a mis en colère. Naturellement, il a demandé à son armée privée et à ses hommes proches de lancer une campagne de meurtre contre toutes les parties possibles qui pourraient être impliquées dans l'enlèvement de son père. Les hommes d'Escobar ont commencé à tuer toute partie qu'ils soupçonnaient d'être la raison derrière l'enlèvement du père d'Escobar. Finalement, avec cette campagne violente, Escobar a pu récupérer son père sans rançon et sans problème. Cependant, c'était un signe clair pour Escobar qu'il devait revenir et contrôler la situation à nouveau. Escobar est retourné en Colombie et était à ce moment-là prêt à entrer dans une guerre totale avec le gouvernement sans aucune réserve. Mais même avec tout cela, à Medellín, personne ne pouvait toucher Escobar. Cette ville était toujours sa forteresse. Tous les fonctionnaires, la police et le personnel de sécurité à Medellín étaient dans sa poche, donc il était normal qu'il puisse se déplacer librement dans sa ville sans que personne ne fasse quoi que ce soit. La principale guerre qu'Escobar a menée au milieu des années 80 était spécifiquement contre le système judiciaire, en particulier contre les juges qui soutenaient les traités d'extradition vers l'Amérique, car, comme nous l'avons dit, c'était la chose qu'Escobar craignait le plus. Durant cette période, Escobar a tué environ 30 juges. Imaginez qu'en novembre 1985, Escobar ait payé $1 million à un groupe de mercenaires armés qu'ils appelaient M19. Escobar leur a ordonné de prendre d'assaut la Cour suprême, ou le palais de justice, qui est la plus haute institution judiciaire en Colombie, et de prendre en otage les plus hauts fonctionnaires de la justice et de la magistrature de l'État. La situation était littéralement chaotique. Après cette prise d'assaut violente, le groupe de mercenaires a annoncé sa demande de base, qui était que le gouvernement annule ou abandonne l'idée d'un traité d'extradition vers l'Amérique. Ces événements ont finalement conduit à la mort de 11 des 24 juges de la Cour suprême, et 40 membres du groupe de mercenaires ont été tués et se sont terminés avec la fuite des autres. Le rythme de la violence a continué à s'intensifier de plus en plus. Les meurtres entre les hommes de sécurité et les gangs sont devenus très courants, et une loi d'urgence a été déclarée dans tout l'État. La situation était folle. C'était comme s'il y avait une guerre dans l'État que personne n'était capable de contrôler. Cette situation a continué pendant plusieurs années, et Escobar n'était pas négligent. Il tuait et assassinait les plus hauts responsables sans aucune hésitation, mais en même temps, il était l'homme le plus recherché de l'État et était toujours en fuite. Bien sûr, il était fatigué du grand nombre d'opérations de mouvement et de repositionnement qui ne se terminaient pas. Les deux côtés étaient affectés, l'État n'était pas sûr et Escobar était toujours poursuivi et dans un état constant d'anxiété. Une telle situation mène toujours à la fin à des négociations. Les négociations ont commencé entre Escobar et l'État colombien, et Escobar a accepté d'arrêter la violence et toutes ses activités. Une telle situation mène toujours à la fin à des négociations. Les négociations ont commencé entre Escobar et l'État colombien, et Escobar a accepté d'arrêter la violence et toutes ses activités criminelles, et de se rendre aux autorités. Mais la seule condition était de construire sa prison lui-même et de nommer lui-même les gardiens de cette prison. Une condition déraisonnable et inacceptable. Mais dans les circonstances actuelles et la grande pression sur les autorités colombiennes en raison de la violence, ils ont accepté les conditions d'Escobar. Leur plus haute priorité était que la violence cesse et d'arrêter ses activités criminelles, y compris la contrebande de drogue. S'ils s'engagent à ces choses,
ils n'ont aucun problème avec son emprisonnement dans une prison privée. De plus, le gouvernement colombien a arrêté le traité d'extradition vers l'Amérique en 1991. Escobar n'avait plus peur de son extradition vers les autorités américaines. Et donc, l'accord a été conclu. Escobar a construit lui-même une prison privée qui s'appelait la Cathédrale. Et il a été poursuivi et emprisonné en juin 1991. Bien qu'Escobar se soit véritablement engagé à y rester, cette prison ressemblait plus à un hôtel 5 étoiles qu'à une prison. Elle avait un terrain de jeu, un jacuzzi, un bar et des installations de divertissement qui n'auraient pas dû être dans une prison du tout. En plus de cela, tous les gardiens étaient les hommes d'Escobar. Les cellules de la prison étaient comme des chambres d'hôtel, et même la nourriture qu'ils mangeaient était préparée pour eux par des cuisiniers professionnels qui étaient amenés des meilleurs endroits. Cela signifie qu'Escobar n'a jamais vécu la vie de prison. C'était comme une période de récréation. Mais ce qui était le plus important pour les autorités colombiennes était que l'endroit où se trouvait cette personne reste connu et qu'il ne s'engage pas dans des activités criminelles telles que la violence, le trafic de drogue, etc. Cependant, après plusieurs mois, il s'est avéré qu'Escobar n'avait jamais arrêté ses activités de trafic de drogue. Il continuait à diriger toutes ses opérations depuis sa prison privée. Ceci, bien sûr, était une violation claire de l'accord entre lui et l'État. Donc, les autorités colombiennes ont décidé de mobiliser les forces de sécurité pour l'arrêter et le transférer dans une prison normale. Bien sûr, Escobar était au courant de cela, et il s'attendait à ce que quelque chose comme cela puisse arriver. Alors il a fui l'endroit avant qu'il n'y arrive. Après qu'Escobar se soit échappé de prison, le processus de le pourchasser comme un criminel en fuite a recommencé. Mais cette fois, un groupe de volontaires armés appelé Los Pepes a rejoint les forces de sécurité colombiennes et américaines dans la poursuite. Bien sûr, je sais que l'affaire est un peu bizarre. Comment un groupe de volontaires armés peut-il rejoindre les forces de sécurité? La Colombie était à cette époque un endroit étrange où tout était attendu. Le groupe Los Pepes, dont le nom signifie les personnes qui ont été opprimées par Escobar, signifie qu'ils sont un groupe de personnes dont la vie a été détruite par Escobar et ses activités criminelles au point qu'ils sont prêts à porter des armes et à se battre contre lui. Escobar et son gang ont tué et détruit la vie de dizaines de milliers de personnes en Colombie. Il est donc normal de trouver des gens qui les détestent au point de porter des armes contre eux. Ce groupe, Los Pepes, avait lancé une campagne violente contre le gang d'Escobar et tué des centaines de ses hommes et les personnes qui travaillaient pour lui. Ils étaient aussi violents que le gang d'Escobar. Ils n'agissaient pas comme les forces de sécurité. Non, ils tuaient même les proches des membres du gang d'Escobar sans pitié, même si ces personnes n'avaient rien à voir avec les activités du gang. Si vous êtes proche de personnes qui travaillent pour Escobar ou de membres de son gang, alors attendez-vous à être une cible pour le groupe Los Pepes. Cela signifie qu'ils utilisaient le style de violence d'Escobar, mais contre lui. Tout cela était avec la bénédiction des autorités colombiennes, qui n'avaient aucune objection à lancer ce groupe et sa force face à Escobar et son gang. La situation à laquelle la Colombie est arrivée à cause d'Escobar a permis quelque chose comme ça. Cela signifie qu'Escobar a fait de la Colombie l'endroit le plus sanglant sur Terre à cette époque. Il était donc naturel qu'il reçoive une réaction aussi violente. Avec la campagne violente lancée par le groupe Los Pepes, qui a pu tuer la plupart des proches associés d'Escobar, l'organisation d'Escobar et son gang s'effondrait. Escobar fuyait de lieu en lieu. Et parfois, il était même forcé de passer la nuit au milieu des bois pour leur échapper. Il était dans un état constant de peur qu'il utiliserait n'importe quel moyen de communication pour que sa position ne soit pas tracée. Finalement, le 2 décembre 1993, avec l'aide des forces de sécurité américaines et de leur technologie, ils ont pu suivre la position d'Escobar à cause de son utilisation de la radio pour communiquer avec son fils et sa famille. L'équipe qui le suivait a pu identifier sa position dans une maison dans l'un des quartiers de Medellín.
l'équipe a enfoncé la porte de la maison en utilisant un marteau. Soudainement, 6 d'entre eux sont entrés dans la maison et une fusillade a commencé entre l'équipe et les gardes proches d'Escobar qui étaient avec lui. Escobar a essayé de s'échapper par la fenêtre vers les toits des maisons, mais l'équipe l'a poursuivi immédiatement et a tiré un grand nombre de balles sur lui, le tuant sur place. C'était la fin honteuse du plus grand baron de la drogue de l'histoire. Le grand criminel riche a fini avec une balle après avoir versé du sang, tué, détruit et répandu la corruption sur la terre. C'est la fin naturelle que nous pouvons attendre pour chaque criminel. Ils ont dit qu'environ 25 000 citoyens colombiens ont assisté à ses funérailles. Des gens qui le voyaient comme Robin des Bois, une bonne personne qui les aidait. Mais peu importe, l'histoire l'immortalisera comme un grand criminel. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Au revoir.